Salut à tous mes chers petits camarades. La Révolution d'Octobre fête son centenaire, l'occasion pour une chaîne qui pouvait difficilement ne rien en faire de tirer un petit bilan de ses 100 balais du Bolchoï. Et comme ici, on cause de pop culture avec notre petit couteau entre les dents, il est l'heure d'arriver à une conclusion évidente. Si l'URSS n'a pas gagné la guerre froide, elle n'a pas non plus vaincu sa némésis sur le terrain de cette pop culture mondiale, y laissant une certaine hégémonie états-unienne triomphante, à commencer au niveau du cinéma. Deux défaites qui se sont probablement nourries l'une et l'autre, tant les errements de l'URSS ont pu plomber leur cinoche, et tant la capacité supérieure d'Hollywood à faire imaginer que si en Russie il fait froid et les gens tirent la gueule, c'est à cause du communisme, n'a pas dû les aider à gagner la bataille culturelle. Cependant, si Hollywood représente le fer de lance du capitalisme et de la American Way of Life, autant au niveau culturel que dans son modèle économique, pourrait-il en être autrement? Voyons donc si on peut à la fois produire des kilotonnes de pop culture et collectiviser Hollywood. Pour commencer, signalons que la désormais centenaire Révolution d'Octobre a bien entrepris de se créer un cinéma propre, son Hollywood rien qu'à elle. Et pas qu'à moitié, tant même Lénine considérait ce médium comme la crème de la crème pour éduquer les masses à leur Soviet Way of Life. Alors là, du coup, en 2017, toi Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles, en voyant l'échec sur le long terme de ses ambitions. Pourtant, ce cinéma soviétique a vu de fabuleuses innovations en termes de montage, d'utilisation de la bande-son ou du symbolisme, qui ont nourri quantité de grands réalisateurs occidentaux, prompts à citer Eisenstein en référence. L'ambition colossale des grandes fresques révolutionnaires épiques en firent des blockbusters avant l'heure, tandis que la volonté de proposer des films en rupture avec les modèles de l'ancien monde n'a rien à envier au coup de pied dans la fourmilière formelle de la scène indé. Quelque part, ce cinéma survit évidemment dans le cinéma russe actuel, mais aussi dans l'influence qu'il a eue sur le monde et notamment, ironie du sort, à Hollywood. De plus, le cinéma se trouvant à l'intersection de la culture et de l'industrie, il se retrouve au croisement de deux enjeux majeurs de cette lutte entre modèles économiques. Et très vite, il aura suivi l'évolution de sa mère patrie. Aux poubelles l'avant-garde et l'expérimentation des premières années, coucou le dogme et les arlésiennes pour faire valider le moindre scénario par des comités bureaucratiques tout-puissants. Et paradoxalement, cette évolution, soi-disant à fond les ballons dans la révolution, aura constitué un recul, y compris artistique. Le réalisme imposé n'est pas bien loin de ce qui se faisait en art des décennies auparavant. On finit par se coltiner une narration forcément linéaire à la place d'un montage signifiant, parce que faudrait pas que les gens soient perdus vu qu'ils comprennent rien, c'est con. Tiens, puis tant qu'à faire, on favorise le héros modèle positif et bon citoyen, parangon des valeurs du pays. Tout un tas de trucs qui devraient vous rappeler quelque chose, non? Autant pour l'alternative à Hollywood. Bien entendu, le cinéma soviétique aura produit nombre de chefs-d'œuvre, de films intéressants et de succès populaires, et le but ici n'est pas d'en décrire la longue et riche histoire où on trouvera même des tacles plus ou moins bien déguisés à Staline, des westerns rouges ou de l'animation. Toujours est-il qu'il a depuis longtemps balancé les crédits de fin quand la machine ricaine, après elle aussi moult transformations et traversées du désert californien, fait plus que jamais sale comble. Bon, du coup, on fait quoi? On demande l'avis éclairé d'Odile qui va se résumer à la chanson qu'on connaît bien, signe des grands analystes de notre temps. Le communisme, ça marche pas, tu vois bien, c'est la preuve, et puis 800 millions de morts! Ou alors, on se met pas la tête dans le sable pour y trouver un horizon indépassable, et je vous propose le temps d'une vidéo de chercher d'autres possibles, au moins pour l'exercice. Alors, est-ce que collectiviser le grand méchant Hollywood capitaliste n'est pas simplement un contresens? Déjà, un peu de nuance, il n'est pas un organe de propagande dévolu à laver les cerveaux au profit de la main invisible et de l'impérialisme yankee. Il a connu de nombreuses phases et contradictions, allant des films les plus subversifs au conservatisme le plus bas du front, tout animé qu'il est par des luttes internes. Your studio, for instance, is a pure instrument of capitalism. As such, it expresses the contradictions of capitalism and can be enlisted to finance its own destruction. Il a d'ailleurs même été l'un des hauts lieux des idées communistes aux États-Unis, subissant de plein fouet les purges de la période McCarthyiste. Il en reste d'ailleurs une réputation de lieu passablement progressiste, au point que les plus réacs, croyant voir une hégémonie gauchiste dès que quelqu'un sort un truc moins à droite que Fox News, aiment à fustiger les Hollywood liberals, genre de déclinaison ricaine du bobo gauchias. Mais surtout, est-ce que cette idée folle a déjà réellement existé? Laissez-moi vous raconter une petite histoire.
Celle d'un vieux type ouvertement socialiste au pays du business triomphant, ayant passé sa vie à promouvoir ses idées de manière indépendante avec un succès mitigé, et qui décide un jour de rejoindre le parti démocrate pour en carjacker les primaires et tenter une révolution pacifique. Ça a le goût d'une glace Ben & Jerry's parfum Bernie Sanders, sauf qu'on est ici en 1934 pendant les primaires démocrates pour le poste de gouverneur de Californie, avec un petit gars nommé Upton Sinclair. Sinclair, c'est ce qu'on appelle un muckraker, ce qui n'est pas une marque de biscuits apéro, mais un surnom désignant des écrivains journalistes vénères contre les institutions et les conditions sociales de leurs contemporains. Des muckrakers donc, c'est-à-dire des mecs qui mouillent la chemise pour aller retourner la merde. Sinclair a notamment écrit un bouquin nommé La Jungle, vrai reportage, écrit comme une fiction et un pamphlet socialisant sur les abattoirs industriels de Chicago, dont l'écho forcera le président à passer des lois sociales et sanitaires. Des croisades, comme il aimait les appeler, il en aura tout un wagon des comme ça, jusqu'à cette histoire d'élection sous la bannière d'un mouvement nommé End Poverty in California, donc mettre fin à la pauvreté en Californie, et oui, ça fait EPIC, ce qui, comme acronyme, est... épique. Alors là, vous me direz, oui, d'accord, tout le monde fait genre il est contre la pauvreté. Sauf que Sinclair, il explique clairement comment il va faire, dans un best-seller sous forme d'histoire d'anticipation. Et là, branle-bas de combat parmi les gros bonnets de la politique comme de l'économie, parce que Sinclair c'est pas un socialiste genre le PS français de maintenant. Ça a beau être un puritain, il dit des gros mots, des trucs vraiment horribles genre réquisition, répartition, révolution ou démocratie économique. Parce qu'il a bien compris que la crise économique en cours n'en est pas une de pénurie, mais au contraire de surproduction classique du capitalisme. Et il trouve ça aberrant que des milliers de gens crèvent la dalle quand des récoltes pourrissent sur place, dorment dehors quand on leur interdit des logements pourtant inoccupés, et soient au chômage quand des fabriques prennent la poussière, au point d'expliquer que même des singes ne seraient pas assez cons pour se laisser mourir le cul sur une pile de noix. Lui, son idée depuis très longtemps, c'est d'apporter la démocratie dans le business et l'industrie. Et ça veut dire fini la propriété privée des grands moyens de production. Ce sont les gens qui produisent qui décident, et le fruit de leur travail leur revient à eux, pas à une poignée de types parce qu'ils ont juste leur nom sur un titre de propriété. Ah oui, mais à ce moment-là, s'il y a pas de propriété, je te prends tous tes trucs et t'auras l'air bien con et puis... Alors, on ne parle pas de vous arracher des mains votre maison, votre conjoint, votre pullover ou votre sucette. Socialiser, c'est pas non plus tout refiler à 3 autocrates moustachus qui répartissent comme ça leur chante. Collectiviser, c'est mettre en commun, pas dans les mains d'un état tout-puissant et verrouillé. On parle de coopérative, on parle de décision collective, on parle de démocratie appliquée à l'économie. Oui, mais là c'est le stalinisme, la Corée du Nord que tu veux, c'est ça? Le goulag, 8 milliards de morts. Odile. On parlait du cinéma soviétique tout à l'heure. Les comités de censure, la validation bureaucratique par des organes d'État, les séances privées de Staline pour autoriser un film. Est-ce que tu trouves que ça ressemble à l'idée dont je parle ici, à savoir que ceux qui font les films devraient être décisionnaires et contrôler les moyens de les produire? Mais c'est du communisme quand même. Oui, si tu veux, Odile, mais c'est pas ma question. Oui, mais les conseils, c'est un petit peu des soviets, donc... Réponds à ma question, Odile. Hein? Non, hein? Alors, qu'est-ce que tu viens me sortir, le stalinisme, Odile? Son programme s'appliquait bien entendu aussi aux studios, notamment en récupérant les emplacements inutilisés pour loger et faire bosser les travailleurs du cinéma au chômage. Comme ça, ils pourraient, au hasard, faire des films et accessoirement ne pas mourir de faim ou de froid. Bon, c'est vrai qu'éviter que les gens crèvent, c'est pas mal, mais est-ce que pour autant on peut produire des films de cette manière, des films hollywoodiens qui plus est? Alors certains vont me dire, mais il est fou! Le pinacle du cinéma capitaliste est un système socialisant, c'est vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de l'actionnaire. Est-ce vraiment le cas? Et si je vous disais que pour accomplir ça, pas besoin de partir de rien, que tout est là? Dans la vision de beaucoup de gens, un système économique alternatif n'est pas compatible avec de très grosses productions. Ça va de gens eux-mêmes progressistes prônant une économie locale et à petite échelle, aux libérales qui se croient super malins de vous signaler que vous avez mangé un hamburger produit par le capitalisme que vous dénoncez, au lieu d'élever des chèvres dans le Larzac avec des pulls en chanvre qui grattent. Cependant, les possibilités offertes par une production socialisée vont au-delà de simplement faire de petits films locaux avec ses potes.
bien que cela puisse être aussi très bien. D'ailleurs, ce mode de production cohabite déjà avec l'existence de grands studios de cinéma. Ainsi, si la forme coopérative, c'est-à-dire une unité de production possédée en commun par ceux qui y travaillent et sans rétribution du capital, fonctionne pour des usines, services et autres entreprises, elle est applicable à un studio de cinéma, qui est une industrie en plus d'être de l'art. Au-delà de ça, Hollywood est déjà en soi une forme de mutualisation, paradoxalement chère à l'histoire du mouvement ouvrier, en réunissant dans un même espace main-d'œuvre, matériel et savoir-faire pour réaliser des économies de coûts. Principe qui existe déjà dans différents secteurs, associatifs comme entrepreneuriaux, et qu'il suffirait de pousser plus loin, permettant notamment de salarier de manière pérenne et perpétuelle tout ce petit monde, un peu à la manière du portage salarial. Au lieu de concentrer les revenus dans des investisseurs particulièrement gourmands dans le cas d'Hollywood, et qui en refilent une partie à leurs employés sous forme de salaire, ces revenus sont mutualisés et répartis entre ces derniers. Oui, exactement comme les systèmes de cotisation-redistribution de l'assurance chômage, la sécu, la retraite ou les mutuelles, d'où leur nom, qu'on aurait généralisé à l'activité économique qui nous intéresse ici. Et oui, pour les trois du fond qui connaissent le fonctionnement du salaire à vie de Bernard Friot, c'est effectivement le même principe. Bien entendu, une partie de ces revenus est réinvestie dans les projets suivants, sans passer par la case actionnariale qui en vampirise une bonne partie sans garantir un quelconque réinvestissement, encore moins un réinvestissement total. Dans des blockbusters par exemple. Ah bah oui, ça serait dommage de collectiviser Hollywood pour se priver de ces grosses machines pop. Ça tombe bien, on a un système socialisé avec des outils de production de grande échelle et toute une main-d'œuvre pérenne sous la main. Et tout intérêt à mobiliser tout ça pour pondre des gros trucs très chers et qui vont rapporter gros et qui viendront assurer la quasi-totalité du reste de la production. Tenez, vous savez quoi? C'est un principe qui est déjà accepté par les studios et bureaux de prod un peu partout. Tout comme l'assurance de compenser les pertes éventuelles d'un secteur en difficulté avec le rap de ceux qui marchent est déjà la raison même d'exister des énormes conglomérats. Sauf que, c'est pour assurer les retours sur investissement de leurs actionnaires, et que nous ça permet de produire moult projets plus risqués et moins rentables puisque nos salaires et investissements sont garantis par les mastodontes des studios. Des blockbusters qui favoriseraient la diversité. Ça alors, vous me croyez pas ? Un fonctionnement mutualisé favorise ça puisqu'on n'a pas besoin que les gens aillent voir notre film plutôt qu'un autre, en dépensant au passage des budgets pubs de demeurés équivalents à plusieurs fois celui du film. L'important c'est qu'ils aillent au cinéma et que l'industrie se porte bien. Bon, vu que c'est un principe complètement impensable et révolutionnaire, je vais devoir faire appel à un exemple un peu méconnu et marginal, désolé. Netflix a tout intérêt à produire des programmes variés pour une simple raison. L'abonnement. Bah oui, leur portefeuille, ce qu'ils remplissent, c'est pas qu'un programme marche bien, c'est qu'il y ait suffisamment de programmes différents qui plaisent à des publics différents. Mais bon, vu que nous, on n'a plus John Maxence McFlouz pour nous dire quoi produire, qui décide? C'est un peu plus complexe qu'une réunion entre potes. Ça exige donc des structures collectives qui analysent les budgets, les scripts et comment planifier tout le bousin. C'est déjà le cas en fait, sauf que nous, on doit se passer des bataillons de cravateux, d'assureurs et d'avocats là pour dire comment qu'on va faire des films qui assurent le 12e yacht de John Maxence à grands coups d'études de marché et de projections test. Mince, on va être perdu sans eux. Si seulement on pouvait composer des commissions de professionnels du cinéma qui connaissent le boulot, et pourquoi pas des critiques, des passionnés, etc. Oui, comme les commissions d'attribution de subventions, du style le CNC en France, en prenant bien soin qu'elles soient transparentes, élues, révocables et qu'elles tournent, histoire d'éviter le risque bureaucratique qui viderait complètement l'idée de son sens façon apparatchik du RSS. Des gens qui, en plus, n'ont pas d'intérêt pécunier direct et qu'on peut imaginer plus prompts à permettre la prise de risque et les projets un peu foufou. Et là vous allez me dire que sans exigence de rentabilité, les types vont faire nimp et couler l'industrie entière. Sauf que déjà faut s'entendre sur la notion de rentabilité. Là, on n'a personne à enrichir, donc si un film rentre dans ses frais, c'est bon, la mise est récupérée, et on peut en produire un autre du même calibre. On peut même choisir de produire des films à perte si on a décidé collectivement d'investir dans tel ou tel cinéma parce qu'on veut qu'il existe. C'est le cas des subventions publiques, on a décidé collectivement qu'on mettait du pognon des impôts là-dedans parce qu'on veut que ça existe même si c'est pas forcément rentable. Parce que tout ne doit pas et ne peut pas être rentable. Bon, c'est l'idée en tout cas. Après, nos institutions
prostitution, c'est pas la panacée, mais c'est un autre débat. Tout ça pour vous rappeler que notre idée de base, c'est justement d'apporter la démocratie dans notre industrie. Des commissions qui envoient notre Hollywood dans le mur vont dégager avant de faire plus de dégâts, et plus généralement, on peut réorienter le secteur si on constate qu'il part en couille. Et collectivement, les gens de notre Hollywood n'ont aucun intérêt à couler leur gagne-pain. En revanche, il y aurait quelques groupes d'importance qui auraient tout intérêt à couler notre Hollywood. Upton Sinclair et le mouvement massif qui le soutenait ont tellement fait faire sous eux aux responsables politiques et économiques prêts à investir des sommes folles pour leur barrer la route qu'ils se sont mangés la campagne la plus sale de l'histoire électorale américaine. Un raz-de-marée de matériel diffamatoire, d'organes de presse en ordre de bataille, de désinformation et d'intimidation désormais appelée la campagne du siècle, dont on considère qu'elle a donné naissance aux techniques électorales modernes. Et même avec des spots anti-épiques diffusés dans les cinémas, financés par les gros bonnets d'Hollywood inquiets pour leurs privilèges. Malgré une campagne populaire comme rarement on en a vu, avec même ses propres petits spots faits par les copains du cinéma, lâchés par le parti démocrate, pas soutenu par le président de l'époque et confronté à un troisième candidat, Sinclair perd l'élection de 10%. Cependant, sa campagne est considérée comme l'une des racines des mouvements progressistes états-uniens dont on voit la résurgence aujourd'hui. Quant à son programme, il a inspiré un grand nombre des principes du New Deal, le fameux programme contre la crise économique. Alors, s'ils n'ont pas réussi à collectiviser Hollywood, l'idée, elle, est lancée et tout est là.